Bonjour à toutes et tous, la capsule vidéo du jour euh, correspond au cours du lundi 23 mars. Elle va être consacrée à la correction des exercices que vous aviez à faire pour aujourd'hui. Donc correction d'exercices du chapitre 10 sur la cinétique chimique et sur le chapitre 11 stéréoisomérie. Comme d'habitude, ce document se trouve, le document qu'on va exploiter avec les énoncés d'exercices et les corrigés se trouve sur le LT. Donc, premier exercice, on faisait réagir des ions iodures avec des ions peroxodisulfate. Donc les ions iodures I-, les ions peroxodisulfate S2O8-2-. On vous donnait les quantités de matière initiales. On voyait l'évolution de la quantité de matière du ion thiosulfate qui diminuait, c'est normal, c'est un réactif, donc il est consommé. Et donc qui diminuait au cours du temps, le minutage était donné au-dessus. Première question, on vous demandait d'écrire l'équation de la réaction, sachant qu'elle fournit du diode et des ions sulfate. Bon, au bac, on vous préciserait qu'il s'agit d'une réaction d'oxydoréduction, et on vous aurait donné les oxydoréducteurs. Donc là, je rappelle les étapes pour écrire les demi-équations d'oxydoréduction. On commence par écrire de part et d'autre du signe égal les deux membres du couple oxydant-réducteur en commençant par le réactif. Donc là, d'un côté I-, de l'autre côté I2. Ensuite, conservation de l'élément commun. On a deux iodes, ici on n'en a qu'un là, donc on mettra un 2 devant le I-. Ensuite, conservation de l'élément oxygène avec l'eau. Bon là, il n'y a rien à faire. Conservation de l'élément hydrogène avec H+, rien à faire non plus. Et enfin, conservation de la charge avec E-. Donc on écrit ainsi les deux demi-équations. Donc 2I- nous donne I2 plus 2E-. Donc là, on a affaire à une oxydation, une libération d'électrons. Et une réduction de l'autre côté avec S2O8-2- plus 2E- qui nous donne 2SO4-2-. Et on ajoute membre à membre les deux demi-équations de manière à éliminer les électrons du bilan. Et donc ainsi on a S2O8-2- plus 2I- qui nous donne 2S2O4-2- plus I2. Donc on a l'équation de la réaction. Donc proposer une méthode physique permettant de suivre l'évolution du système. Donc là, il vous manquait une petite information ici, c'est le fait que toutes les espèces sont incolores sauf le diode. Donc le diode, qui est un produit de la réaction, est brun, de couleur brune. Donc on va pouvoir suivre par spectrophotométrie l'avancement de la réaction. Ensuite, on vous demandait d'écrire le tableau d'avancement. Vous aviez déjà l'équation. Donc on commence par la première ligne à l'état initial, donc quantité de matière initiale de S2O8-2-, eh bien c'était 10 millimoles, c'était donné dans l'énoncé. Quantité de matière de I-, le deuxième réactif, c'était 50 millimoles. Les quantités de matière des produits étaient nulles. À un instant T quelconque, S2O8-2- va être consommé, c'est un réactif. Le nombre stoichiométrique devant S2O8-2- c'est un 1. Donc on aura quantité de matière initiale moins X. Pour I-, on a un 2 comme nombre stoichiométrique dans l'équation de la réaction. Donc là, ce sera quantité de matière initiale, donc 50 millimoles, moins 2x. 2x pour SO4-2-. Donc comme c'est un produit, sa quantité de matière croît. Même chose pour I2. Il croît à la vitesse 2, puisque le nombre stoichiométrique il vaut 2 ici, alors que là on a un nombre stoichiométrique de 1 pour le diode. Alors ensuite, on vous demandait d'établir d'exprimer l'avancement x en fonction de la quantité de matière à un instant t quelconque de S2O8-2- et de la quantité de matière initiale de S2O8-2-. Donc à un instant t quelconque, la quantité de matière de S2O8-2-, elle est égale à N0 moins x. Ce qui signifie que x eh bien, sera égal à N0, quantité de matière initiale, moins N S2O8-2- ici. Puisqu'on a la quantité de matière de S2O8-2- à l'instant T qui est égale à N0 moins X, bah, ça signifie que X sera égal à la quantité de matière à l'instant T de S2O8-2- moins N0. Euh, Ici, le thiosulfate sera le réactif limitant, puisque sa quantité de matière initiale elle vaut 10 millimoles. Donc X max vaudrait 10 millimoles, alors que la quantité de matière initiale de I- vaut 50 millimoles, donc X max vaudrait 25 millimoles, puisqu'on a un 2 ici. Donc là c'est le réactif limitant, et à, à l'état final, X max vaudra 10 millimoles, la réaction est totale. Donc X max ici vaut XF, ou plutôt XF vaut X max. L'avancement final est égal à l'avancement maximal puisque la réaction est totale. Alors, vous deviez ensuite compléter le tableau précédent après l'avoir recopié en rajoutant la dernière ligne, c'est-à-dire l'avancement. Donc on faisait quantité de matière initiale
moins quantité de matière initiale moins la quantité de matière à un instant t quelconque. Donc la quantité de matière initiale elle vaut 10 millimoles. Donc à t égale 0, on a aussi quantité de matière à l'instant t égale 0 qui vaut 10 millimoles. Donc 10 moins 10 ça nous fait 0. 10 moins 9 ça fait 1, 10 moins 8, 3, 1, 7, etc. jusque 10 moins 4, 4 qui vaut 5,6 millimoles pour l'avancement à 30 minutes. Vous deviez tracer x en fonction du temps et en déduire le temps de demi-réaction. Donc x en fonction du temps, bah, vous aviez x, vous aviez le temps, donc il suffit d'avoir le graphe sur papier millimétré. Et puis ensuite, pour avoir le temps de demi-réaction, le temps de demi-réaction par définition, c'est la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à la moitié de l'avancement final. L'avancement final, on l'a dit, c'était 10 millimoles, puisque la réaction est totale et que xf égale xmax et que xmax valait 10 millimoles. Donc l'avancement final valant 10 millimoles, xf sur 2, bah, ça vaut la moitié de 10 millimoles, donc 5 millimoles. Donc on voit qu'on va se trouver entre 4,6 et 5,1 ici, donc entre 20 et 25 minutes. Et donc graphiquement, quand on reporte sur le graphique, eh bien on obtient 24 minutes. Donc vous vous rappelez la règle, hein, on prend XF, on reporte sur l'axe des ordonnées, XF sur 2, axe des ordonnées toujours, et on prend l'antécédent d'XF sur 2 sur l'axe des abscisses, et ça nous donne T1,5. Donc à reprendre sur le cours du chapitre 10 si vous avez un oubli là-dessus. Alors l'exercice 25 assez proche, c'est la même réaction qui est étudiée. Là l'équation de la réaction est fournie. On vous donne les concentrations et les volumes d'iodure de potassium et de peroxodisulfate de sodium introduits. Vous avez un tableau ici incomplet. Première question, la mesure de l'absorbance A de la solution aqueuse de diode à différentes concentrations molaires C montre que A est proportionnel à C. On détermine le coefficient de proportionnalité et à partir du couple de valeurs C et A fournies ici. Pourquoi dit-on que la solution étudiée suit la loi de Berlambert? La loi de Berlambert énonce que quand on a une solution colorée et pas trop concentrée, eh bien l'absorbance est proportionnelle à la concentration. A égale K fois C ou A égale epsilon L fois C. K, le coefficient de proportionnalité étant égal à epsilon L, si on précise les choses. Hein, donc là, ici, comme on a une relation de proportionnalité entre A et C, parce qu'on a une fonction linéaire quand on trace A en fonction de C, eh bien on suit la loi de Berlambert. Pour déterminer la valeur de K, eh bien, il suffit d'appliquer la loi de Berlambert à partir du couple de valeurs qui est fourni. On a C, on a A. On sait que A égale K fois C, donc K sera égal à A sur C. A vaut 1,60, C 5,10-3 mol par litre. Donc on applique la relation et ça nous donne un K de 320. Alors ça c'est la valeur. Pour l'unité, il faut que la relation soit homogène. L'absorbance n'a pas d'unité. Donc A n'ayant pas d'unité, K fois C ne doit pas non plus avoir d'unité. Comme C est en mol litre moins 1, K doit être en litre mol moins 1 pour annuler les unités de C. Donc K vaudra 320 litres mol moins 1. Montrer que pour le mélange réactionnel S réalisé au début de l'étude, la quantité de matière de diode formée à l'instant T s'exprime sous la forme, sous cette forme-là. Le diode, c'est la seule espèce colorée de réaction. Donc dans A égale K fois C, C c'est la concentration en diode. Donc A égale K fois la concentration en diode. Donc comme A égale K fois la concentration en diode, ça signifie que la concentration en diode est égale à A sur K. Et la concentration en diode, par définition, c'est la quantité de matière de diode sur le volume de la solution. Le volume de la solution, c'est V1 plus V2. V1, c'est le volume versé de d'iodure de potassium. V2, c'est le volume versé de peroxodisulfate de sodium. Donc le volume total, c'est V1 plus V2. Alors, si on isole NI2 qui est là, il va falloir se débarrasser de V1 plus V2. V1 plus V2 divise, on le passe de l'autre côté, il va multiplier. Donc la quantité de matière de diode, c'est A fois V1 plus V2 divisé par K. Donc à partir de là, on peut calculer la quantité de matière de diode formée à chaque instant et compléter le tableau. Donc là, il suffit d'appliquer la formule qu'on vient de trouver pour la quantité de matière de diode. Hein. On a l'absorbance, on a la constante K, donc on n'a plus qu'à appliquer. On a le volume aussi total. Et donc là, ensuite, on vous demande de relier la quantité de matière de diode à X, l'avancement de la réaction.
Alors, l'équation de la réaction, c'est 2I- plus S2O8 qui nous donne I2 plus 2SO4 Donc à l'état initial, on a la quantité de matière initiale d'iodure, la quantité de matière initiale de thiosulfate, on a 0 mol de I2, 0 mol de sulfate. À un instant t quelconque, on aura X mol de I2 et 2X mol d'ion sulfate. Donc la quantité de matière de I2 à un instant t quelconque, c'est l'avancement. Donc en fait, cette dernière ligne du tableau, NI2, correspond à l'avancement. Donc le tracé de la courbe, il est immédiat à partir des données du tableau. On a X, c'est la dernière ligne, on a T, c'est la première ligne, et donc on trace la courbe, et pour avoir le temps de demi-réaction, la durée au bout de laquelle l'avancement est égal à la moitié de l'avancement final, on voit que l'avancement final vaut 50, donc la moitié de 50 c'est 25, on va être entre 24 et 28 ici, donc entre 8 et 10 minutes, et quand on fait le graphe, eh bien, on trouve un peu plus de 8 minutes. N'oubliez pas de laisser les traits de construction. On vous demandait de comparer ceci avec la durée de la réaction. La durée de la réaction, donc, on peut estimer que la réaction est terminée au bout de 60 minutes, puisqu'on n'a plus d'évolution de la quantité de matière de diode, hein, on est arrivé à l'avancement final. Donc on a 8 minutes 30 d'un côté, 60 minutes de l'autre, donc on a un facteur 7 entre la durée entre le temps de demi-réaction et la durée de la réaction. Hein. Vous vous souvenez, c'est lié au fait que la concentration en réactif est un facteur cinétique. Plus la concentration en réactif est grande, plus la probabilité de choc efficace entre les molécules est grande. Et là, donc au cours de la réaction, les réactifs sont consommés, donc on a moins de choc efficace, la concentration en réactif diminue, donc la vitesse de la réaction diminue également. Donc c'est pourquoi la durée de la réaction n'est pas, enfin le temps de demi-réaction plutôt n'est pas la moitié du temps final. La réaction ne fait que ralentir en avançant, donc la durée totale est bien plus grande, donc entre 5 et 8 fois le temps de demi-réaction suivant les situations. Alors ensuite, vous aviez des exercices qui étaient tirés de la Bolycée, et les corrections également. Donc là, on passe maintenant à la stéréoisomérie, chapitre 11. Donc première question, la molécule de vanille possède-t-elle un carbone asymétrique? Justifiez la réponse. La molécule de vanille, c'est celle-ci. Je rappelle qu'un carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Donc là, on est en représentation topologique. Chaque extrémité de segment correspond à un carbone plus tous les hydrogènes nécessaires à la tétravalence du carbone. On n'a aucun carbone qui est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. Donc on n'a pas de carbone asymétrique pour cette molécule de vanille. Alors, la molécule de vanille, pour autant, possède plusieurs groupes caractéristiques. Il fallait les entourer et les nommer. Donc là, on avait le groupe hydroxyle ici, OH, caractéristique de la famille des alcools, de la fonction alcool. Et on a le groupe carbonyle, ici, groupe carbonyle, caractéristique de la famille des aldéhydes ou des cétones, suivant qu'on est en bout de chaîne ou qu'on ne l'est pas. Ensuite, indiquer en justifiant brièvement si les propositions suivantes sont vraies ou fausses. Vanille et éthylvanille sont isomères. Alors, pour que deux molécules soient isomères, il faut qu'elles aient la même formule brute, mais pas la même formule développée ou semi-développée. Ce n'est pas le cas ici, puisqu'on voit qu'elles n'ont pas la même formule brute, on a un groupement CH3 en plus. Donc, ce n'est pas des isomères. Les molécules de vanille et d'éthylvanille sont chirales. Non, pour qu'elles soient chirales, eh bien, il faudrait qu'elles aient toutes les deux un carbone asymétrique pour qu'elles ne soient pas superposables à leur image dans un miroir. Bon, bah là, c'est pas le cas. Hein. On n'a pas de carbone asymétrique. Donc là, la molécule n'est pas chirale parce qu'elle n'est pas superposable à son image dans un miroir. Voilà pour ce premier exercice. Donc là, je vous le disais, la Bolycée, hein, Asie 2013. Deuxième exercice, l'aspartame. Vous deviez, donc c'est des extraits d'exercices, hein, comme à chaque fois. Il n'y a pas d'exercice pur stéréoisomérie, mais par contre, vous avez dans presque tous les exercices de chimie qui tombent au bac un peu de stéréoisomérie. Nommez les groupes caractéristiques ABCD. Donc là, ici, groupe A, c'est le groupe carboxyle, caractéristique de la famille des acides carboxyliques. Groupe B, amine, caractéristique de la famille des amines. Groupe C, de nouveau carboxyle. Et groupe D, amide. Groupe D, amide, caractéristique de la famille des amides. Identifier l'atome de carbone asymétrique de l'acide aspartique. Le carbone asymétrique, c'est celui qui est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents,
on le repère à l'aide d'un astérisque, et on mettra cet astérisque sur ce carbone là, celui qui est lié à H, COOH, NH2 et CH2COOH. C'est 4 atomes ou groupes d'atomes différents, donc on a un carbone asymétrique ici, c'est ce carbone là. Donner les représentations de Cram des deux énantiomères de l'acide aspartique. Représentation de Cram, c'est une convention qui permet de repérer une molécule tridimensionnelle sur une feuille, qui elle est bidimensionnelle. Donc les deux liaisons comme ça sont dans le plan. La partie hachurée en avant du plan et le triangle plein la partie hachurée en arrière du plan et le triangle plein en avant du plan. Alors, là vous aviez pas de consigne particulière, donc la première molécule d'acide aspartique vous faites comme vous voulez, c'est-à-dire que, alors vous commencez par faire la convention de Cram, c'est-à-dire vos 4 liaisons, les deux dans le plan, attention à un angle 109 degrés, enfin en tout cas plus que 90, et en avant, en arrière, vous mettez ce que vous voulez, vous mettez les substituants que vous voulez, enfin, j'entends, hein, c'est-à-dire hydrogène, NH2COH et CH2COH, vous les positionnez où vous voulez ici, et ensuite le plan d'un miroir, et vous faites le symétrique dans le plan d'un miroir. Moi je vous conseille vraiment d'utiliser cette méthode-là, parce qu'elle répond à la définition, c'est-à-dire que deux énantiomères sont images l'une de l'autre dans le plan d'un miroir, mais non superposables. Après, en réalité, vous n'êtes pas vraiment obligé, pour avoir le couple d'énantiomères, de faire comme ça. Vous pouvez aussi juste faire la première comme vous le souhaitez, et intervertir COH et CH2COH, par exemple, pour la deuxième. Moi, je vous préconise plutôt l'utilisation du miroir plan. C'est plus clair parce qu'on est dans la définition. Donc, moi, je vous conseille vraiment d'utiliser plutôt cette méthode-là. Alors, ibuprofène. D'ailleurs, ibuprofène à ne pas utiliser en ce moment si vous êtes malade, hein, privilégiez le paracétamol. Donc l'ibuprofène, c'est un anti-inflammatoire, antalgique, antipyrétique. Sur la formule semi-développée de l'ibuprofène, entourez le groupe caractéristique associé à la fonction acide carboxylique. Donc le groupe carboxyle, il est là, donc on l'entoure. Deuxième question, expliquer la cause de cette chiralité en la nommant et en la repérant sur la figure. Alors, la molécule d'ibuprofène est chirale parce qu'elle elle porte un carbone asymétrique. Le carbone asymétrique, il est là. C'est ce carbone-là. Pourquoi c'est ce carbone-là? Parce qu'il porte 4 atomes ou groupes d'atomes différents. H, COH, CH3, et puis cet énorme groupe-là que je ne vais pas nommer. Donc, on a 4 atomes ou groupes d'atomes différents, on a un carbone asymétrique, la molécule est chirale. Cette chiralité entraîne l'existence de deux énantiomères. Comment reconnaître si des molécules sont énantiomères? Pas de schéma, donc ça viendra après. Deux molécules, là vous redonnez la définition, deux molécules sont énantiomères si elles sont images l'une de l'autre dans le plan d'un miroir et non superposables. L'image dans le plan d'un miroir de l'ibuprofène ne sera pas superposable à l'ibuprofène, donc ces deux molécules sont énantiomères. Et ensuite, eh bien, vous aviez un début de représentation de Cram, et vous deviez déjà la compléter, et puis ensuite représenter le deuxième énantiomère. Donc là, on a le C6, enfin le gros groupe ici qui était là. On a le CH3 ici aussi. Il nous manquait le H et le COOH. Alors, vous mettez le H et le COH où vous voulez. Là, ici, je vais reprendre comme dans la correction. Donc le H, ils ont choisi de le mettre là, et le COH ici. Rien ne vous interdisait de faire l'inverse. Et puis pour avoir le deuxième, eh bien, plan du miroir, et vous faites le symétrique, comme là. Donc le HCOH a été positionné, plan du miroir et le symétrique. Alors, là encore, moi je préconise cette méthode-là, c'est-à-dire de faire le plan du miroir et puis de faire le symétrique. Mais vous avez le droit, si vous le souhaitez, d'inverser juste COH et CH3, et vous aurez le deuxième énantiomère. Voilà, c'est une autre possibilité. Quatrième et dernier exercice, l'acide lactique. Donc là, vous avez la formule semi-développée de l'acide lactique. Première question, formule topologique donc de cet acide. Donc la formule topologique, chaque extrémité de segment correspond à un carbone plus tous les hydrogènes nécessaires à la tétravalence du carbone. Donc là, on commence par un segment ici. Donc là, on aura un segment. Un autre lié à OH. Un autre segment pour le CHC ici. Partie de là, une double liaison O et un segment lié à OH. Donc, ça nous donnera ça. Donc CH3, CH, OH, COOH. Entourer les groupes caractéristiques et les nommer. Donc groupe carboxyle, groupe hydroxyle. Justifier la chiralité, on a un carbone asymétrique. Le carbone ici,
il est lié à 4 atomes ou groupes d'atomes différents. H, COH, OH, CH3. Il est donc asymétrique. Et représenter les stéréoisomères, donc là les énantiomères en l'occurrence. Donc représentation de crâne, les 4 liaisons, les 2 dans le plan, attention l'angle 109 degrés, enfin plus que 90. La liaison en arrière, la liaison en avant, le plan du miroir, et vous faites le symétrique. Les 4 substituants ici, vous les mettez comme vous voulez. Par contre, une fois qu'ils ont été positionnés, le symétrique, vous le faites vraiment symétrique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Deuxième capsule demain, mardi 24 mars. Dans cette capsule de demain, nous corrigerons l'activité sur voir l'infiniment petit et nous ferons le chapitre 13 sur les transferts macroscopiques d'énergie, enfin en tout cas le début. Pour jeudi, vous avez des exercices à traiter sur la stéréoisomérie, donc chapitre 11, et les mécanismes réactionnels, donc le mouvement de doublet d'électrons, formation et rupture de liaison. Donc on corrigera ça jeudi. Voilà, à bientôt, bonne journée, bon courage, bon travail. Et n'hésitez pas à poser des questions via le NT si besoin. Nouvelle foire aux questions vendredi à 9 h sur le même lien que la dernière fois, je vous le remettrai sur le NT. Bonne journée, au revoir.